chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour. Et oui, c'est notre nouveau générique dans notre émission et votre émission Le Lien. Et je remercie déjà Julienne de nous avoir donné une de ses compositions. Et je dis bonjour à Carole. Bonjour tout le monde. Qui nous a donc permis de connaître Julien et donc d'avoir un nouveau générique. Merci Carole. Bonjour Patricia. Bonjour Karine, bonjour à tous et à toutes. Et bonjour Marie-France. Bonjour Karine et bonjour à tous. Et donc Marie, tu vas nous parler tout à l'heure de la suite de ton petit périple en Andalousie. Tout à fait. Nous irons visiter des monuments avec Patricia. On parlera de la journée nationale des aidants, des personnes qui aident donc des gens alités ou malades ou âgés. On fera un petit clin d'œil puis on suivra donc ce dossier avec attention sur l'accessibilité prévue objectif 2015. Madame la ministre apparemment s'en inquiète. Après la pause musicale, on fera une toute petite page sport avec landbike et des skis. Et pour finir l'émission, on aura une petite page santé avec Carole, un petit coup de gueule, on va dire, sur les places de parking avec Marie, et une petite surprise, et l'agenda. Voilà, alors Patricia, on commence avec toi pour les monuments peut-être accessibles. Oui, tout à fait. Effectivement, comme on est déjà le 10 octobre et que c'est bientôt les vacances de la Toussaint, je voulais vous parler sur Internet, j'ai découvert que Nantes, Angers et Amboise proposaient 3 châteaux accessibles. Alors, comment améliorer l'accueil et l'accessibilité des monuments pour les personnes handicapées en étant classés monuments historiques? Parce que d'où la difficulté, c'est d'améliorer l'accessibilité tout en conservant l'aspect historique sans détériorer, on l'a bien compris, les monuments et garder l'authenticité de ces pierres et de la construction. Alors, le château des Ducs de Bretagne et musée d'histoire de Nantes, ce château des Ducs représente une référence. Monument historique du 15e, il dispose d'une accessibilité maximale. Suite à la politique de rénovation de l'établissement, le musée d'histoire de Nantes, installé dans la résidence ducale, a ouvert ses portes en 2007. Il a reçu en 2008 le prix Musée pour tous du ministère de la Culture et le château a été récompensé en 2011 par le label Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps, à handicap moteur, visuel, auditif et mental. Alors, handicap moteur, donc la cour du château, le circuit des remparts, le jardin des Doux sont en accès libre et gratuit. La surface de la cour est plane et stabilisée. Une partie des remparts est desservie par un ascenseur. Sur les 32 salles du musée, 28 sont accessibles en fauteuil ainsi que les expositions dans le bâtiment du harnachement. Pour le handicap visuel, un parcours tactile audio-guidé a été créé. Le visiteur est équipé d'un audio-guide et de dispositifs tactiles et sonores. Des livrets d'aide en braille et en gros caractères avec des dessins en relief sont également disponibles. En ce qui concerne le handicap auditif, pour les personnes portant un appareil auditif, des audioguides et des audiophones équipés de boucles magnétiques sont disponibles à l'accueil, ainsi que des visioguides en LSF, langue des signes française. L'appareil iPod Touch permet aux visiteurs de visionner des textes interprétés par un comédien sourd. Et enfin, le handicap mental, un livret d'aide à la visite est proposé, ainsi que plusieurs dispositifs pour faciliter la découverte autonome, espace interactif et ludique, carte avec code, couleur, dispositif multimédia. Et enfin, il y a des visites sensorielles qui sont également mises en place en toute l'année, faisant appel aux 5 sens. Nous avons aussi le château royal d'Amboise. Lui aussi, il a le label Tourisme et Handicap pour les handicaps auditifs et mentaux depuis mars 2012. Tous les visiteurs peuvent se promener dans les jardins du château. Cependant, la présence d'un accompagnateur est obligatoire pour les personnes en fauteuil. Les personnes non ou malvoyantes peuvent également profiter du parcours grâce à un livre thermogonflé. Et enfin, il y a le château d'Angers. Donc, je ne rentre pas dans les détails par rapport au château de Royal d'Amboise, parce que c'est le même dispositif à peu près dans ce style de château. Il y a le château d'Angers aussi.
Dès 1998, le Château d'Angers a engagé des démarches pour améliorer l'accueil des publics en situation de handicap, que ce soit par la création d'aménagements spécifiques, de supports de visite ou par la proposition d'une offre de visite adaptée. Et je voulais parler aussi de la cité... Oui ? Je peux déjà dire à propos d'Angers que la salle où figure une très grande tapisserie est de plein pied, donc accessible au fauteuil roulant. C'était un très beau château à visiter avec de très beaux jardins. Oui, et voilà, pour finir, voilà, c'est pour donner envie, tant qu'il fait beau encore, de visiter. Et c'est vrai qu'on a tendance à visiter ce genre de monument justement à cette période, donc il faut en profiter. Il y a la cité de Carcassonne aussi, qui a fait une belle entreprise en proposant dans l'année 3 jours accessibles pour les personnes en incapacité au niveau d'une invalidité. Ils sont aidés par le 3e régiment du parachutisme de la ville qui, pendant ces 3 jours, les aide à accéder à des endroits de la cité de Carcassonne qui ne seraient pas accessibles. Alors, ils les aident, ils portent les fauteuils roulants, etc., pour les amener d'un point à un autre. Alors, malheureusement, il y en a qui disent que ce n'est pas suffisant 3 jours dans l'année, mais c'est déjà un bon début. C'est très très bien parce que c'est assez ardu. Moi qui m'y suis rendue, il y a beaucoup de cailloux. Bon, c'est une forteresse, faut dire, du Moyen-Âge, donc faut se rendre compte de l'effort. C'est tout pavé, effectivement. Un fauteuil électrique, malheureusement, n'est pas forcément adapté à ce terrain-là. C'est vrai que c'est 3 jours dans l'année, mais c'est déjà très très bien et c'est très très gentil de nous consacrer 3 jours dans l'année. Alors j'ai essayé à plusieurs reprises de trouver les fameuses dates. Mais malheureusement, ils ne le mettent pas à l'avance parce que ça change. L'année dernière, c'était au mois d'octobre. Donc, il faut se renseigner, sur place. Et donc, appeler sûrement. Mais ça, par contre, voilà, appeler. Mais c'est vrai que c'est... tout au long de l'année, on peut quand même accéder, mais c'est vrai que spécifiquement par rapport au fauteuil roulant, ça pose des problèmes. Je conseille aussi à des personnes non-voyantes d'être accompagnées parce qu'utiliser la canne sur ce terrain-là, c'est, on va dire, un peu impossible. C'est périlleux, très périlleux. Oui, c'est difficile, voire impossible, voilà. Oui, parce que la cité de Carcassonne, c'est quand même le 3e monument le plus visité en France. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui seraient un peu frustrés de ne pas pouvoir accéder. Après, au niveau documentation, à Carcassonne, au niveau braille, au niveau plaquettes, relief, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Ils ont de très jolis documents. Et donc, c'est intéressant. Mais voilà, vaut mieux avoir un guide pour si vous ne partez pas en groupe, quoi. Alors, en résumé, allez à Carcassonne, mais n'y allez pas seul. Allez accompagner avec des amis. Ou participer avec un groupe. Comme un groupe, comme la VH a pu le faire justement, à organiser une sortie. Alors, je propose 3 sites pour consulter les endroits qu'on peut visiter, les monuments. Il y a le www.tourisme.gouv.fr. Donc là, vous avez tous les renseignements officiel de tout ce qui est fait pour les monuments à visiter, ou alors le www.tourisme-handicap avec un s.org. On aura l'occasion certainement de reparler des monuments et de ce qui est fait dans ce domaine. On pourra peut-être redonner des numéros de téléphone parce que tu n'as peut-être pas relevé le numéro de téléphone. Et non, parce que c'est surtout sur des sites. Donc là, je n'ai pas de numéro, mais la prochaine fois, je pourrai les donner, effectivement. On aura donc ces numéros de téléphone. C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec des sites maintenant. Donc, oui, mais voilà, c'est pour ça que c'est bien. Si on arrive à trouver des numéros, peut-être c'est intéressant justement pour pouvoir se renseigner rapidement sur les dates en question dont tu Bien sûr, oui, on en reparlera, il n'y a pas de souci. D'accord, on va trouver ça alors. Marie, donc on revient dans le sud de l'Espagne. Tu nous refais rêver 5 minutes. J'espère en tout cas, parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas encore tout dit. Donc évidemment, parce que ça a été un voyage
Il y a beaucoup à dire, c'était vraiment formidable. On a vu énormément de choses en une semaine. Et puis, c'était toujours très, comment je dirais, c'était toujours aussi merveilleux d'un jour à l'autre, on va dire. C'était vraiment bien. Séville. Alors voilà, on est allé à Séville le mercredi, parce qu'on est parti donc du samedi au samedi. Et mercredi, nous nous sommes déplacés de Grenade à Séville. Alors le matin, c'était le voyage, et il a plu, c'était pas très 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 sympa, mais c'était bien, on était à l'abri de la pluie. Et puis après l'après-midi, nous avons vu la cathédrale de Séville, dont je vais un petit peu plus parler, et aussi le jardin de Louise de Bourbon. Alors Louise ce jardin, je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, donc je vais passer très très vite. C'est un jardin public où tous les enfants vont quand ils sont petits, un petit peu comme le jardin des plantes à Toulouse, on va dire. Et ce qui est spécifique, c'est qu'il y a plein de pigeons blancs. Donc quand il y a un anniversaire, quand il y a un mariage, c'est l'endroit que choisissent les Sévilliens pour faire de jolies photos. Et puis il y a effectivement une faune et une flore assez remarquables, parce que ce sont des plantes qui sont là depuis un certain temps, donc ça a un certain volume. C'est très 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 beau. Et puis après, évidemment, il y a la cathédrale de Séville, et c'est une cathédrale, mais cette cathédrale au départ c'était une mosquée. Voilà. Alors historiquement, elle a été construite en 1184 et 1198. Alors on nous dit que c'est la construction de la grande mosquée de Séville et de son minaret. Alors, on dit qu'il y avait une orangerie, et donc ça reprend ce que je vous disais la semaine dernière sur le style andalou. Donc, c'est toujours avec, quand on regarde un mur, on voit d'abord les céramiques. Après, il y a ce que j'appelle la frise, parce que c'est la représentation écrite de Allah est grand, enfin Dieu est grand, donc c'est écrit en arabe. Et après il y a des petites incursions, c'est très très joli. Et puis quand on le regarde, ça fait des formes, comment je dirais, ça fait des petites incursions, ça fait des choses en relief, des incrustations, voilà, c'est ça le mot. Et puis après, alors c'est toujours selon le même schéma. Et alors ils ont laissé cette inscription sur la cathédrale. Oui, mais c'est pratiquement sur tous les monuments que nous avons visités. C'était vrai aussi parce que la semaine dernière, j'ai commencé à évoquer un petit peu le style, puis après, je suis partie dans mon discours. J'étais tellement passionnée que je n'ai pas fini ma description. C'est parce qu'historiquement, ça a été occupé. Non, mais oui, voilà. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a des gens qui respectent des choses, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et en fait, voilà. Et alors, justement, alors cette cathédrale, elle a plusieurs parties. Donc, je vous disais qu'il y avait le minaret, mais il y a aussi une orangerie. Donc l'orangerie, en fait, c'est un endroit, c'est une cour en fait intérieure, et quand tu regardes, c'est pavé, et il y a plein d'orangers. Ça, c'est comme un carré, enfin un rectangle, et il y a plein d'orangers. Et moi, ce qui m'a surpris, en fait, quand je suis arrivée là, c'est que j'ai trouvé que les orangers étaient relativement petits en hauteur, et surtout qu'il y avait beaucoup de pavés. Il n'y avait pas tellement de terre, c'était pas tellement, comment dire, il n'y avait pas de sable, pas de terre. C'est juste le pied que tu vois entouré d'un cercle, et puis après le reste, c'est tout pavé. Donc j'étais relativement étonnée, mais... Il y a du sable sous les pavés, tout le monde sait ça. Oui, mais en même temps, moi je m'attendais à un côté plus bucolique, on va dire, tu vois, plus campagnard, plus, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est joli. Et aussi, je pense que la perspective, en fait, du fait que j'ai dit que les orangers étaient petits, c'est qu'en fait, à côté, il y a ce que j'ai appelé la tour, et c'est la Riralda. Et qu'est-ce que c'est la Riralda ? En fait, on nous a expliqué que c'est là où le muezzin appelait à la prière. Et comme il était un petit peu âgé, ils ont eu l'idée de le faire monter, parce que la prière, quand même, c'est 5 fois par jour. Donc, le monsieur, comme il était un petit peu âgé, ils ont mis des plans inclinés pour arriver jusqu'au haut de la tour. Et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, le monsieur, on nous expliquait, il montait à cheval.
plusieurs fois par jour, ils montaient et descendaient. Et alors, c'est vrai que nous, on nous a proposé effectivement de monter. Et je le dis, j'avais vu tellement de belles choses et j'étais tellement fatiguée. Puis je me suis dit, monter, ça ne me posera pas de problème. Mais redescendre, peut-être. Donc finalement, je n'ai pas vu la vision de toute la cour et de tout ce qu'on pouvait voir de la Riralda. Je n'ai pas vu une vue d'ensemble. Mais en même temps, je ne le regrette pas parce que j'ai vu tellement d'autres choses. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Et alors, et donc, alors, je vais quand même finir mon historique parce que ce qu'il y a de remarquable dans cette cathédrale, c'est qu'au départ, c'est une mosquée, donc c'est un lieu de prière. Et en 248, la mosquée est consacrée comme une cathédrale. Ça veut dire que les gens, c'était un lieu de prière, c'était un lieu respecté. Mais personne n'y a touché. C'est-à-dire que la mosquée telle qu'elle était n'a pas été abîmée, détériorée, modifiée. C'était une mosquée au départ qui avait été construite entre 1184 et 1198. Et en 248, à partir de là, c'est devenu une cathédrale. Et donc, alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une cathédrale ? Parce que moi, qu'est-ce que c'est une cathédrale? Voilà, non, mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu surprise parce que je me suis dit... Est-ce que c'est par rapport à la taille? Est-ce que c'est par rapport à... Alors, moi, je pensais tout à fait ça. Et en réalité, ça se rapporte en fait à un épisode biblique. C'est que un des premiers, convertis au catholicisme s'appelait Saint Martin. Et Saint Martin, qu'est-ce qu'on raconte sur lui? On dit qu'il a donné sa cape à un mendiant. Il a coupé son manteau, c'était un Romain, et il a protégé un chrétien. Et donc, à partir de là, on appelle ça la cape. Donc, après, on a appelé... et donc, ce manteau, c'est devenu une relique. D'accord? Oui, forcément. Voilà. Et donc... Évidemment, par vénération ou par les reliques, elles ont trouvé un endroit. Et donc, en règle générale, quand une ville ou un village avait une relique, on construisait une cathédrale, c'est-à-dire, ça vient de la cape, pour pouvoir conserver, positionner une relique devant lesquelles les gens venaient faire des prières ou faire des demandes ou des choses comme ça. Ce qui veut dire que toutes les cathédrales abritent potentiellement des reliques. Potentiellement, oui. Et ensuite, il y a une idée aussi, quelle est la différence entre la cathédrale et l'église, et c'est là que j'ai compris, c'est que la cathédrale, elle est... hiérarchiquement, elle est dévolue à un évêque. Voilà, c'est-à-dire que dans une ville où il y a un évêque, il y aura forcément une cathédrale. Et quand l'évêque s'en va pour raison, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est décédé, soit parce que finalement il monte en grade et il s'en va dans un autre diocèse, si j'ose dire, la cathédrale n'est plus une cathédrale, elle devient une église toute simple. Ah bon, c'est la présence de l'évêque qui Marie dit que raconte des histoires. Voilà. C'est trop génial. Non, mais voilà. Mais moi, j'apprends des choses et je suis toujours très étonnée. Mais moi, c'est vrai que ce voyage, moi, il m'a beaucoup apporté. On le sait. Mais c'est vrai parce que... un petit peu. Mais c'est toujours vrai. Parler toutes les semaines un petit peu, ça permet d'apprendre plein de choses. Mais moi, c'est vrai que ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a découvert beaucoup de choses. Voilà. Merci Marie. Merci bien Marie. Le temps court. J'ai pas encore tout dit. Hein. Je reviendrai la semaine prochaine. On y compte bien Marie. Donc je voulais juste moi vous parler d'un site internet. Alors je vais être obligée d'écourter mon propos, mais c'est pas grave. Vous verrez bien par vous-même. Je voulais donc vous parler d'un site. Alors, ça s'appelle un e-MOOC. Alors, j'ai bien dit MOOC et pas book. Un e-MOOC, alors je vais vous dire ce que c'est. C'est un magazine digital. Voilà, donc c'est encore un nouveau mot qu'il va falloir apprendre. Ce magazine parle des aidants familiaux. Et il va y avoir des reportages faits tout au long de l'année, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2013. Sur le terrain, donc pour connaître la vie de ces personnes qui aident au quotidien leurs proches. Donc il y a déjà 3 reportages sur ce site qui a ouvert le 6 octobre. Donc il y a déjà un reportage sur l'Auvergne, la région parisienne et la Champagne-Ardenne.
Et donc, il est prévu d'avoir 10 autres reportages. Donc, parce que le 6 octobre, c'était la journée des aidants. Alors, on a encore une journée nationale, Patricia, voilà. On essaiera d'en dire un peu plus donc, sur toutes les journées nationales et internationales autour du handicap, de la maladie. Il y a d'ailleurs la journée d'accessibilité qui vient au 20 octobre. Et donc, cet e-MOOC, vous pouvez retrouver les reportages. Alors, c'est surtout basé sur la photographie. Donc, peut-être avoir quelqu'un à côté de vous qui décrit ces reportages. Mais je pense que c'est intéressant de faire connaître un peu cette fonction d'aidant familial. Donc, c'est le site génération au singulier -proche au pluriel.com. Et moi, j'avais essayé d'aller sur ce site. Il n'était pas encore ouvert, mais on vous confirme que ce matin, il marche. Voilà, il est ouvert enfin. Et sans transition, donc, Marie, on avait une petite dépêche sur Madame la ministre qui se penche sur l'objectif 2015 pour l'accessibilité du bâti. Voilà, tout à fait. Donc, on avait déjà évoqué dans l'émission du 12 septembre le fait que les objectifs fixés par la loi de 2005 sur l'accessibilité des bâtiments ne seraient pas tenus. Et donc, alors pourquoi on parle aujourd'hui, on en reparle aujourd'hui, c'est parce que sur le site du gouvernement, il y a suite à la visite de Madame Marie-Arlette Carlotti, alors elle est ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Et donc, en fait, elle confirme en réalité que le fait qu'on ne puisse pas tenir les délais ne lui convient pas du tout. Et en fait, elle a déterminé un nouveau plan d'action. Un nouveau plan d'action parce que, alors, elle nous dit que la décision gouvernementale, au vu de nouveaux des éléments, sera dévoilée en janvier avec de nouvelles priorités et de nouveaux plannings. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'au départ, on parlait de dérogation et d'accessibilité obligatoire et aujourd'hui, on ne parle plus que de réaménagement de planning et d'objectifs. Et dans l'objectif, c'est de dégager des travaux prioritaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore en train de faire des choses. On est en train de se décider sur qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est quand même déjà depuis 2005, donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est vrai que moi j'attends avec un petit peu d'impatience quelles seront les nouvelles priorités et quels seront les nouveaux plannings, quoi. Eh bien, on espère qu'en janvier, de toute façon, on va suivre le dossier. Voilà. Et on espère en janvier que ce ministre va nous donner plus d'espoir. Parce que pour l'instant, ça a l'air un peu compromis. Mais surtout, moi, ce que je voudrais, c'est que les intervenants divers et variés, moi, je comprends qu'il y a des problèmes techniques, hein, c'est pas la question. Mais en même temps, il faudrait une vraie volonté, non pas de ne pas exclure les personnes handicapées, mais de les intégrer dans la vie sociale et dans la vie de la ville de tous les jours. Et quand je dis ça, c'est aussi parce que quand j'ai voyagé dans d'autres pays, notamment en Allemagne ou en Espagne, c'est déjà fait. C'est-à-dire que quand on y pense dès le départ, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que tout le monde en profite, même quand on a un petit souci, quand on devient âgé, quand on a un fauteuil, quand on est en canne. Par exemple, moi, ce qui m'a sidéré, quand on a une poussette, moi, je sais que quand je suis allée en Espagne, j'ai été un petit peu sidérée parce que j'ai vu justement un bus de la ville. Et ce bus-là, il est électrique, c'est vrai, et les rampes se mettent toutes seules. C'est-à-dire que tu appelles le bus, il s'ouvre et tu as déjà une rampe qui se met et une personne qui est en fauteuil n'est absolument pas gênée. Et tu te demandes pas qu'est-ce qu'il y a comme mobilier de la ville. Alors quand je dis mobilier de la ville, il n'y a pas le panneau en plein milieu du trottoir, il n'y a pas le panneau publicitaire, il n'y a pas le panneau de sens interdit, il n'y a pas... ça, on est des spécialistes. Voilà, donc c'est vrai qu'après, je ne dis pas que les chauffeurs de bus ne soient pas en difficulté, mais si on y pensait un petit peu avant, ce serait tellement bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certains arrêts de bus, je comprends ce que tu veux dire, qui sont effectivement bardés de petits poteaux verts, dans notre ville notamment, alors que nos bus, on peut le dire, sont assez géniaux. Quand même. Voilà, c'est pensé. Quand même, le réseau Tissot a fait beaucoup d'efforts, moi je trouve. Voilà. Mais c'est dommage parce qu'effectivement, il n'y a pas une coordination pour que les petits poteaux verts disparaissent des abribus pour laisser passer un fauteuil, quoi. Voilà, donc il manque de civisme aussi parce que sinon, s'il n'y a pas les poteaux verts, les gens se garent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, moi j'ai vu des vélos qui étaient accrochés aussi.
sur les petits poteaux verts en plus aussi. En plus, oui. Voilà. Donc ça, c'est génial. Un petit peu d'astuces, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire des choses. En résumé, c'est une bonne volonté de chacun. Voilà, en résumé, soyons civiques les uns envers les autres. Et on en reparle tout à l'heure avec les places de parking. Voilà. Et là, on fait la petite pause musicale avec la première chanson de Oren Lavie, Air Morning Elegance. Morning Elegance, sans doute un petit clin d'œil que fait l'ami Oren Lavie à cette émission au lien. Allez, on va intervenir quelques secondes pour vous présenter la Semaine nationale de solidarité organisée entre autres par la FNATH, soit la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, qui organise une semaine de prévention autour de la thématique « Prévenir la souffrance au travail ». Cela se passera du 12 au 20 octobre. À noter 3 petites dates. Donc le 13 octobre, l'opération Les Jacinthes de l'Espoir, organisée sur l'esplanade François Mitterrand, soit à l'espace Wilson, de 10h à 18h. Il s'agit de donner à ceux qui le souhaitent la possibilité d'acheter une jacinthe afin de soutenir financièrement l'action de la FNATH en faveur de tous ceux que la vie n'a pas épargnés. 2 autres petits événements, le 17 octobre à partir de 14h30 dans l'amphithéâtre de la CPAM, 12 place Saint-Étienne à Toulouse. Cela se passera dès 14h30. Il s'agit d'une conférence autour de la thématique « Prévenir la désinsertion professionnelle ». Et le 19 octobre, avec le soutien du Conseil régional Midi-Pyrénées, à l'île Jourdain, il y aura une conférence intitulée « Santé, agriculture, pesticides » autour de tous les problèmes qui concernent l'utilisation de pesticides chez les professionnels. Et oui, les pesticides font des dégâts et cela peut rendre inapte au travail. Je vous laisse, les demoiselles, continuer tranquillement l'émission et je retourne en technique. Au revoir. Merci, Mitch. Merci beaucoup, Mitch. Et ouais, maintenant c'est une émission interactive. Voilà, c'est ça. Nous avons des petits sujets qui viennent de la technique et moi j'apprécie beaucoup. Pourquoi pas, une intervention extérieure ne fait pas de mal. Et d'ailleurs, Mitch, tu parlais des jacinthes. Donc, à quel endroit tu peux répéter? Oui, tu peux nous redire, j'allais demander aussi. J'ai envie d'en acheter. Ça tombe bien pour une bonne cause. Cela se passera le 13 octobre à Wilson, sur Toulouse. Vous savez, là où il y a le supermarché de la culture, l'un des supermarchés de la culture, celui qui ne ferme pas, celui dont on parle en ce moment dans l'actualité autour du groupe Pinot, La Redoute. Oui, je vois très bien. J'aime bien le mot supermarché de la culture, ça me fait un peu vomir ce mot-là, mais bon. c'est choisi. Enfin bon, merci en tout cas, merci beaucoup de ta participation. C'est moi qui prends le relais pour vous parler de la saison de l'hiver qui a bientôt arrivé. Il nous tarde à tous, en tout cas. Non. Toi, il te tarde pas? Ah, pas du tout. Moi, j'adore. Moi, je vais m'exiler, je crois. Pars dans les îles quand l'hiver arrive. Je m'exile quand l'hiver arrive. Ah, c'est un joli titre de chanson, ça, il faut que je me mette. Je m'exile. Bon, bref. Donc, le sujet est le suivant. À savoir que quand l'hiver arrive, justement, la mobilité des fauteuils roulants peut poser un gros souci. Surtout quand vous avez un tapis de neige qui est tombé ou alors que le chemin que vous empruntez est recouvert de glace. Alors, en ce mois d'octobre 2012, il y a un nouveau produit qui est sorti qui s'appelle les Wheel Blades et qui est en vente. Ça apporte une solution à ce type de problème. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des petits skis haut de gamme qu'on adapte en un clic à la majorité des roues avant des fauteuils roulants ou des landaux. Et ça améliore en fait la mobilité en hiver sur la neige ou sur la glace, tout simplement en répartissant de façon optimale la pression de la personne sur le sol et en empêchant les petits trous avant de s'enfoncer dans la neige et de bloquer la progression. Donc quand tu partiras avec tes enfants, Carole, au ski, t'oublie pas de mettre les petits skis. Sur le landau, comme ça, je ferai du snow avec le landau. Voilà, quand tu auras tes quintuplés. D'ici là, on a de la marge. Bref. Ah oui, justement, en parlant de faire du ski avec le landau, le problème c'est que c'est pas des skis qui permettent de dévaler la poudreuse, contrairement à ce qu'on est en train de dire. Mais c'est surtout une aide à la mobilité. Ça vous évite de faire un peu du 2 roues en continu, c'est-à-dire quand les roues se bloquent, dès qu'il y a un peu de neige, mais ça permet d'être utilisé donc
sur les 4 roues, et le fauteuil roulant il peut être utilisé sur les 4 roues, pas obligé d'appuyer derrière pour déséquilibrer. Oui. Voilà, pour déséquilibrer et enlever les roues En avant fait, de il la faudrait neige. l'essayer aussi sur le sable, et c'est plus mon domaine. Ah, peut-être, je sais pas du tout si pas du tout si ça marche sur le sable. Enfin, en tout cas, dès que le sol il est trop meuble, trop peu stabilisé ou que la neige est trop importante, c'est plus possible d'utiliser les wheel blades en question. Après vous avez la possibilité de recourir au ski. Recourir au ski pour fauteuil roulant qui existe, qu'on a déjà vu sur certaines pistes, qui sont plus contraignants, mais qui peuvent répondre à des problématiques sur des sols trop meubles. Alors combien ça coûte ? Le prix de lancement, c'était 87 € l'unité ou 174 € la paire, TVA et frais d'envoi compris. Et ça c'est le prix de lancement, je pense que ça va changer ou évoluer. Il faut pas faire de publicité, c'est pas bien. C'est pas de la pub, c'est de l'information. Pardon. Et ensuite, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations à ce sujet ou passer les commandes des compagnies sur le site wheelblades.ch. Alors j'appelle, c'est WHEELBLADES. WHEELBLADES.ch. C'est suisse, évidemment. Il a failli s'en douter. Pour la neige, voilà, .ch, c'est suisse. Marie, je crois que tu voulais nous faire une petite intervention sur les problématiques des parkings en France. Tout à fait. Alors, les petites places bleues. Voilà, les places bleues dont on parle. Et c'est vrai que, comme tout à l'heure, tu m'as dit tu vas encore râler. C'est pas tellement ça. C'est surtout que, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, mais dans l'actualité, on en reparle parce qu'il y a 3 faits divers qui ont été... dont on a entendu parler, et je trouve que ça montre bien ce que les personnes handicapées vivent tous les jours dans leur vie quotidienne, et que souvent par manque de civisme c'est un petit peu dommage. Alors en premier, je voudrais remercier Monsieur Soulier qui est un élu qui a demandé à une personne de bien vouloir se déplacer parce qu'elle occupait une place handicapée alors qu'elle n'était pas handicapée et qu'une place libre était disponible juste à côté. Eh bien, ce monsieur, il a été sauvagement agressé. Et il s'est retrouvé hospitalisé et il a eu une fracture du front orbital. Donc j'espère qu'il va bien se remettre. Par contre, quand même, l'agresseur, c'est une personne de 27 ans. On ne dira pas son nom parce que de toute façon, c'est pas quelqu'un qu'il faut retenir, si j'ose dire. Et c'est un monsieur qui va être qui a été appréhendé, qui a été mis en garde à vue et qui sera présenté au tribunal correctionnel le 30 octobre prochain. Alors pourquoi ? Pour violence sur personne représentative du service public, puisque M. Soulier s'est présenté et qu'il était effectivement élu de la commune. Donc c'est vrai. Quand même. Voilà, donc c'est quand même... alors que surtout, ce qui me choque, moi, c'est que franchement, le monsieur pouvait très bien se garer sa voiture à côté. Il n'avait pas besoin de faire 3 km, il n'avait pas besoin de faire le tour, une place non handicapée était disponible, donc bon... Et donc, voilà. c'est un des drames, et... on peut en arriver très loin. Tu as d'autres faits divers, je crois. Oui, tout à fait. Alors après, ça concerne la vie d'entreprise. Et donc là, on parlera d'un monsieur qui, tous les matins, se rend à son travail et qui... il a le mérite de travailler déjà. Oui, voilà. Donc, il se déplace tous les jours. Il a trouvé un travail et ça fait plaisir à tout le monde. Sauf que quand il arrive à son bureau, à son entreprise, c'est l'entreprise Intertechnique. Il y a une place handicapée, mais qui n'est pas réservée. Et la place qui est la plus proche de son poste de travail est tous les jours occupée par un véhicule non autorisé. Sûrement par de roue, c'est-à-dire que je pense que c'est tout simplement des services de livraison, la poste, un taxi, ce qu'on voit habituellement sur les places handicapées et qui vous disent tout le temps 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et qu'en réalité, quand tu vas travailler, tu veux pouvoir te garer et pas avoir à faire même 50 mètres ou 20 mètres en ayant
en ayant à chercher pendant 3 quarts d'heure où est-ce que tu vas bien pouvoir te garer, parce que déjà te déplacer, ça te demande un effort, faut bien le dire. Et donc, effectivement, donc finalement, ce monsieur était relativement excédé et il en est arrivé et on a évité un drame parce que il s'est dit, bon ben voilà, comme tous les jours, je vais pas pouvoir me garer. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des médicaments avant de se rendre à son lieu de travail. Et quand il est arrivé devant la place handicapée, ben, il a tellement consommé de médicaments qu'il s'est retrouvé dans le coma. Donc il a été sauvé de justesse et effectivement ça a interrogé à ce moment-là et à ce moment-là seulement la direction de l'entreprise qui s'est engagée à lui voilà. Donc il en est arrivé à une situation extrême. Alors je voudrais quand même dire que dans les entreprises habituellement, les gens avec qui vous travaillez vous connaissent et s'il y a un souci quelconque, il y a un comité de sécurité qui s'occupe effectivement de l'accessibilité des personnes handicapées dans toutes les entreprises. Mais ce qu'il y a de regrettable dans cette affaire, c'est qu'il a fallu un drame pour qu'il se décide à lui réserver la place. Et que c'est vrai que c'est toujours encore un manque de civisme. Et ensuite, il y a encore un autre fait divers, c'est une personne qui s'est retrouvée avec une amende de 135 € parce qu'elle avait effectivement une carte de stationnement autorisée à durée illimitée, mais que ce n'était pas une carte européenne. Donc les GIC, les cartes de grands invalides civils et grands invalides de guerre sont remplacées par cette carte européenne. Donc, avec photo. Voilà, donc avec photo. Et c'est ce document-là qui fait foi, et c'est depuis le décret du 30 décembre 2005. Et effectivement, cette personne donc, a dit de bonne foi qu'elle était handicapée, qu'elle avait le droit de se garer là. Elle est passée devant le juge. On lui a accordé le fait qu'elle était de bonne foi et qu'effectivement elle avait sûrement du mal à se déplacer et que le fait qu'elle y soit était justifié. Mais ça n'empêche pas qu'il faut effectivement être en règle par rapport au code de la route, et que ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous des usagers de la route, que nous soyons piétons, automobilistes, cyclomoteurs, vélos, valides ou invalides. La route, on n'est pas tout seul et on fait attention à ce qu'on fait, quoi. Voilà. Bien, merci, et soyons civiques. Merci Marie. Donc pour montrer que ça peut avoir des conséquences regrettables, et donc n'oubliez pas de mettre à jour votre macaron pour vous garer. Carole, je te laisse lancer la deuxième pause musicale. Deuxième pause musicale avec Jack Black et la chanson Love is Blindness, l'amour est aveugle. C'était Jack White des White Stripes. Mais c'est quand même l'amour est aveugle. Mais c'est quand même l'amour est aveugle, et c'est un comble, surtout pour une association qui est en direction des aveugles et des malvoyants. Mais bon, c'était la blague du jour, je m'auto-félicite, je m'auto-congratule. Merci. Bon, fais-nous ta petite page santé. Alors dans la page santé aujourd'hui, c'est pour toutes les personnes qui détestent les piqûres, qui tombent dans les pommes à chaque fois qu'elles vont chez le médecin ou chez une personne qui doit leur faire une prise de sang. Il faut savoir que en Corée du Sud, des chercheurs ont développé une injection au laser qui... Ah, il faut aller jusqu'en Corée du Sud pour c'est un peu loin pour se faire mettre le vaccin de la grippe pour cet hiver. Néanmoins, au moins vous ne sentirez rien, puisqu'en fait c'est une injection au laser, en fait ça remplace l'aiguille. Et en fait le laser envoie un flux à haute pression sous l'épiderme, et sur une surface qui est très très restreinte, puisque c'est le rayon d'un cheveu, je ne sais pas si vous imaginez. Et en fait, la puissance du rayon, du flux est envoyée à plus de 100 km à l'heure. Et sur la petite zone en question, en fait, la peau résiste très peu, ce qui fait que ça permet d'administrer à la distance que l'on souhaite sous l'épiderme. Donc c'est très précis, le liquide souhaité. C'est quoi, c'est une sorte d'anesthésion Non, ça paralyse un peu. Non, si tu veux, avec le laser, tu as une pression qui est faite à un endroit donné de ta peau, sur une très petite surface et à une très forte vitesse. La résistance de la peau est telle qu'à un moment donné, elle craque, mais sur une toute petite surface. Donc tu peux injecter ton liquide à l'endroit où tu appuies, si tu veux, avec le laser en question. C'est juste un moyen, Patricia, c'est-à-dire que tu peux mettre le vaccin que tu veux. Exactement. Évidemment, c'est un liquide que tu vas injecter sous la peau, à savoir que les personnes qui ont testé n'ont rien senti. C'est ça le truc qui est fou, c'est que c'est sur une surface qui est tellement petite, c'est que du coup tu sens rien, surtout que l'injection en elle-même c'est 250 millionièmes de seconde. Une injection, c'est pas pour une prise de sang. Non, j'ai dit c'est c'est pour injecter. C'est tout ce qui est injection sous la peau d'un médicament donc que l'on souhaite
Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le gros avantage, c'est que du coup, on peut administrer une quantité très précise de liquide, exactement à une profondeur que souhaitée sous la peau, et sans l'endommager, hein, à proprement parler. La peau, ça vous fait pas une cicatrice ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment tout petit. Et en fait, les chercheurs de l'unité de Séoul, ils essayent de produire les injecteurs laser en grande quantité pour pouvoir lancer des grandes campagnes de vaccination, notamment en Afrique, etc., afin de rentabiliser, on va dire, les campagnes de vaccination, et puis pour que tout le monde n'ait plus mal maintenant quand il se fait piquer par une petite seringue. Et moi, je pense aux malades qui ont besoin d'injections Exactement. C'était l'idée initiale du sujet. Donc, pour ces personnes-là, sachez qui sont concernées, sachez que la science et la recherche avancent. Et bon, après, on ne sait pas quand ça arrivera jusqu'à chez nous, mais néanmoins, ça existe maintenant, officiellement. Et quel coût ça aura. Tout dépendra de... que je trouve que depuis quelques années, on fait très très attention à des antidouleurs. Donc, exactement. Donc ça, c'est une vraie avancée pour tous. Alors, merci Carole. De rien. Et j'en profite d'ailleurs de remercier Carole pour son travail et sa participation à l'équipe, parce que nous risquons de la perdre. C'est possible. Et j'en suis vraiment désolée. Nouvelle pour elle. Mais tant mieux, parce qu'elle va travailler. Vas-y, la jeunesse. À la réalité. Mais bon, on espère pouvoir la retrouver de temps en temps, à l'antenne. Avec les prouesses techniques d'enregistrement peut-être. En tout cas, je te remercie en public, parce que je le pense sincèrement. Nous tous. Arrêtez, je vais pleurer. Tu nous manques déjà. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mignon. Non, mais c'est vrai. Parce que tu avais toujours de la bonne humeur et tu es toujours très pertinente. Merci beaucoup, Marie. C'est vrai qu'on avait réussi à former une belle équipe, là. Donc, moi, je vais refuser mon poste juste pour ça, pour la peine. Parce que j'ai besoin d'amour. Vous m'en donnez tellement dans cette association. Ouais, mais comme dit l'autre, on peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Eh ben si. Non, il va te falloir faire un petit... C'est-à-dire que je veux bien essayer d'acheter à manger en proposant de l'amour et de l'eau fraîche, mais je suis pas sûre que ça va marcher. Voilà. Je pense qu'ils préfèrent de l'argent à la caisse, mais bon. Oui. C'est matérialiste alors. Mitch, il dit ouais, pas sûr. Donc, je vais essayer de vous parler de mon agenda. Alors, c'est un agenda un peu spécial parce que c'est plusieurs choses. Par exemple, j'ai trouvé une pétition à signer pour donner un statut aux chiens guides. Parce que des personnes aveugles et malvoyantes qui sont guidées par leurs chiens, donc, sont encore refusées, mais oui, dans les lieux ouverts au public, alors que la loi leur est favorable. Il y a aussi tous ces bénévoles, ces professionnels qui éduquent le chien, et donc avant même qu'on le donne à la personne non-voyante, qui sont obligés quelque part pour éduquer le chien, de l'amener partout pour que le chien n'ait pas peur, pour que le chien connaisse différents lieux. Eh bien là-dessus, la loi n'est pas d'alors favorable à amener le chien partout dans les transports, dans les restaurants et autres lieux. Et donc, il se voit refuser l'accès à ces lieux-là, ce qui est bien dommage. Donc, il y a un site oui, c'est encore sur Internet, désolé. Et donc, un site qui est partout avec mon chien guide. Je vous donnerai tout à l'heure exactement l'adresse. Mais ce groupe donc, a monté un site et demande donc une reconnaissance officielle comme une catégorie spécifique, par exemple, qui serait conférée aux chiens guides avec une identification nationale. C'est-à-dire que l'on pourrait savoir de partout sur notre territoire d'où vient le chien. Mal. Que l'accès libre leur soit ouvert, donc dans tous les lieux publics, les transports, et depuis en fait la sélection du chien dans l'élevage jusqu'à la fin de sa vie, quoi, hein, parce que même un chien guide à la retraite, il faut quand même le sortir. Et moi, j'ai connu des chiens qui refusaient, entre guillemets, la retraite. J'ai vu ça aussi d'un poney, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui ont servi pendant leur vie où ils étaient en pleine forme et qui se laissent dépérir s'ils ne travaillent plus. Donc, des fois, il y a des chiens à la retraite, des chiens guides qui sont donnés à des gens ordinaires, mais qui sont obligés de les faire travailler si le chien veut rester en forme. C'est un peu extraordinaire, mais oui, j'ai vu ça.
et qu'il y ait un label donc sur les écoles, un label reconnu qui donne un gage de qualité. Ce groupe aussi demande donc que la vie donc, des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui ont un chien soit facilitée parce que on garantirait l'accès à tous ces lieux. Voilà. Donc vous êtes invités à signer cette pétition. Donc ce texte sera remis à Madame Carlotti dont on parlait tout à l'heure. Et vous êtes aussi invités à sensibiliser votre député. Alors pour la pétition, vous tapez partout avec mon chien guide.word. Tout attaché ? Oui, tout attaché. Toujours dans les sites. Donc .word, WordPress, tout attaché.com. Voilà. Mais si vous tapez partout avec mon chien guide sur moteur de recherche, vous le trouverez assez aisément puisque c'est ce que j'ai fait pour retrouver ces informations. Voilà. Dans l'agenda aussi, j'ai la 3e édition du livre Audio Solidaire. Alors du 1er au 31 octobre de cette année, n'est-ce pas, l'association Valatahui, dont nous sommes, vous invite à lire un passage. Alors évidemment là, c'est un appel qui s'adresse à des personnes voyantes. Et c'est un roman qui a été choisi cette année qui s'appelle La délicatesse. Alors, je vais sûrement écorcher le nom de l'auteur. Tu connais ? Oui, ils ont fait même un film. Moi, je connais. C'est un très beau livre. Eh bien, voilà. Ben, merci, Marie-France, de te proposer. Donc, tu vas donner ta voix. Ah, mais il n'y a pas de souci. C'est sur le décès ou la rupture ? Je ne me rappelle plus, la jeune fille en question. Il est décédé c'est la suite d'un décès. Voilà. C'est la suite d'un décès, une jeune femme qui... Voilà. Alors, moi, le commentaire, c'était une surprenante histoire d'amour. Mais c'est le cas. Oui, voilà. Il faut prévenir quand même un petit peu pour les personnes. Voilà. Bon, il y a eu un film, donc il est sorti avec Audrey Tautou. Voilà, il y a une adaptation cinématographique. Je ne peux même plus faire mon sujet. C'est horrible. Carole ne part pas parce que bientôt voilà, il faut que tu restes quoi. Tu connais tout. En plus, donc il se trouve effectivement que dans ce studio nous avons 2 grandes lectrices. Donc voilà. Bon alors donc je disais je reprends mon petit sujet que ce roman a obtenu 10 prix littéraires. Et a été donc adapté au cinéma. Alors, je te demande l'année. Aucune idée, l'année dernière ou l'année d'avant ? 2011. En 2011. Et il avait eu un très grand succès littéraire. Avec l'auteur même et son frère Stéphane. Voilà. Avec donc Audrey Tautou et François Damien, qui est le belge de référence. Trop bien, elles savent tout, ces filles. C'est génial. Donc, l'auteur s'est lui-même généreusement prêté au jeu en lisant donc les premières lignes de son roman. Et il dit même « Je suis vraiment heureux de participer à ce si beau projet. Le livre m'a toujours semblé être le terrain de la transmission. On peut raconter des histoires, les partager, vivre ensemble autour des mots. Alors là, quelle belle idée de s'unir à travers une lecture. Toutes les voix mélangées pour lire un roman. Le temps d'une histoire, nous sommes unis dans la fraternité vocale. Nous mélangeons pour gommer les différences. Je suis très honorée que la délicatesse ait été choisie pour être lue par tous. Il y rajoute « Merci par avance à toutes les voix qui vont y participer ». C'est beau, bravo. Je peux rien rajouter. Le site, clair. Effectivement, on s'enregistre directement sur l'ordinateur. Voilà, donc pour on suit les étapes. Si, messieurs, dames, vous êtes intéressés à nous lire ce roman, donc pour le bénéfice des personnes malvoyantes ou des personnes qui ont du mal à lire, vous allez sur le site audiosolidaire.avh.asso.fr. Voilà, vous choisissez un passage, vous le lisez et vous enregistrez. Et donc, vous pourrez peut-être notamment gagner un exemplaire de ce livre offert par les éditions Gallimard. Moi, j'ai déjà le bouquin, mais je sais que je le ferai. C'est très, très bien. Alors, je t'aiderai, Marie, pour aller sur le site et tu nous liras ça. Parce que c'est un très beau moment de lecture. Et moi, j'aime beaucoup lire et je trouve que c'est une très belle initiative. Voilà. Et surtout, c'est que tu es aussi dans l'actualité du livre et ça, c'est bien. Tout à fait, oui. Alors, il me reste plus que 2 minutes et ça va être très difficile de vous donner. J'avais prévu pour vous
comment dire, le programme télé en audio description. Et mais je sais pas, parce que voilà. Alors j'ai sous mes yeux, oui, excusez-moi. Perdu de vue surtout. Oui, non, mais c'est-à-dire que j'avais sous mes yeux aussi des... Perdu de recherche. Non, c'est pas ça. C'était SFR et qui proposait, pour utiliser donc à destination des personnes non-voyantes, qui proposait encore des dates sur Paris, voilà. C'était pour novembre, donc on en parlera la semaine prochaine. Je voulais juste vous dire qu'il y avait encore des places pour des cours individuels de braille dans nos locaux au 7 rue Hydrac, à François Verdier, métro François Verdier, voilà. Donc ça sera le programme télé. Désolé pour la semaine prochaine puisque Mitch m'annonce que c'est la fin de l'émission. Je remercie encore Carole et je lui souhaite bonne route. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, mesdames Patricia. Bonne vie professionnelle. À la semaine prochaine. Et donc à très très bientôt et bonne route dans tes projets professionnels. Bonne fin de semaine à tous. À 17. Au revoir tout le monde.